Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 politique sur TV 78. Deux invités ce soir pour évoquer l'actualité politique du moment. Randy Nemos, coordinateur des actions de la France Insoumise à Versailles et 50 ans en Yvelines. Nous verrons comment son parti essaie de s'implanter sur le territoire des Yvelines, largement conquis par la République En Marche et les Républicains. Les Républicains, il en est membre. Yves Vandeval, conseiller départemental et président du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, sera aussi en plateau. Nous évoquerons notamment avec lui la situation de son parti qui semble fragile depuis l'élection de Laurent Wauquiez. Randy Nemos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur du coup de la France Insoumise sur Versailles et 50 ans en Yvelines. Première question, peut-être un peu provocatrice, mais coordinateur de quoi sur le territoire? Combien y a-t-il d'adhérents sur le bassin de la France Insoumise? Alors déjà, je vais faire une petite précision. Je ne suis pas vraiment le coordinateur des groupes d'action de la France Insoumise sur le bassin. Je fais partie de cette coordination. Vous êtes plusieurs, il n'y a pas, de hiérarchie. Exactement, on n'est pas un parti politique, on n'a pas de fédération des Yvelines, on n'a pas tout ça. Donc c'est une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle façon de s'organiser. Nous, on a des groupes d'action qui sont implantés dans les villes, donc quasiment toutes les villes du bassin. Ça va de Trappes jusqu'à Versailles. Et on organise des actions en commun, des plus grosses actions en commun, en plus des actions de base militantes qui sont faites sur les villes, dans les quartiers. Quel type d'actions vous réalisez? Alors là, par exemple, à l'approche de l'anniversaire, le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima, on va organiser, alors au niveau national, une votation pour ou contre la sortie du nucléaire en France. Et le 13 mars, on va organiser une votation physique à la gare de Saint-Quentin en Yvelines, où on invite les gens à venir débattre avec nous de la sortie du nucléaire, pour ou contre. Et voilà, donc ça, on vous invite à venir de 17h à 20h à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Le but, c'est de porter aussi le message, les idées de Jean-Luc Mélenchon localement et peut-être aussi s'implanter pour les élections à venir dans les Yvelines? Alors, les élections, ça viendra plus tard. Pour le moment, l'objectif, c'est vraiment, comme vous dites, de s'implanter, de développer nos idées et d'être utile tout de suite aux gens. Par exemple, à Trappes, on va essayer de mettre en place, on met en place la méthode Alinsky, c'est-à-dire qu'on va dans les quartiers populaires et plutôt que d'imposer les idées de Jean-Luc Mélenchon, comme vous dites, ou notre projet de société, on écoute ce qu'on va dire les gens. On part de ce qu'ils pensent, on part de ce qu'ils vivent et ensemble on essaie de faire en sorte qu'eux s'organisent et résolvent d'eux-mêmes leurs problèmes en organisant des actions face au pouvoir public, face aux bailleurs sociaux qui ne résolvent pas d'eux-mêmes les problèmes des gens. Et c'est difficile de s'implanter quand même, de faire tout ça sans élus concrètement, dans un territoire aussi, on le sait, largement acquis à la droite, aux Républicains et puis à la République En Marche, même s'il y a peut-être des terrains plus favorables. On peut penser à Trappes ou la Verrière. Oui, alors on est quand même la troisième force politique sur le département. Enfin, c'est en tout cas ce qui ressort des dernières élections, notamment présidentielles. Il y a un tissu local, un tissu militant qui est quand même extrêmement actif. Il y a beaucoup d'énergie, notamment oui, dans les villes comme Trappes ou la Verrière, il y a beaucoup d'énergie positive. Et nous, non, on ne pense pas que les Yvelines ne soient pas un territoire favorable à la France Insoumise. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a possibilité de faire des choses ici Ah oui, beaucoup de choses, notamment sur les questions écologiques. Voilà, nous, on sait qu'il y a des gens qui se bougent et on veut aller les voir, on va déjà les voir, on les soutient. Il y a aussi beaucoup de mouvements syndicaux, le Front Social, les syndicats qui font des actions et nous on est là pour les aider comme on peut. On ne va pas les remplacer, mais on les aide. Pour rappel, lors du premier tour, puisque vous en parliez, du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait réuni à peu près 17% des voix sur le département des Yvelines, se classant 3e derrière François Fillon et Emmanuel Macron. On a quand même l'impression que derrière, un peu comme d'un point de vue national, dans les Yvelines, vous avez eu du mal à surfer sur cette bonne vague. 17%, c'est un bon score pour la France Insoumise dans les Yvelines. Pas de députés, notamment sur la 11e circonscription, qui semblait prenable. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez eu du mal, après la présidentielle, à surfer sur cette vague des 17%? C'est surtout les institutions de la 5e République qui jouent beaucoup là-dessus. On fait 2 fois plus de voix aux législatives que le Parti Socialiste. Bon, on a 17 députés, ils en ont 30. Et nous, on est là aussi localement, vous en avez 0 tous les deux? Oui, bien sûr, oui. Alors localement, c'est compliqué. C'est vrai qu'on était 2e sur la 11e circonscription des Yvelines. On pensait faire un meilleur score. Mais bon, les gens ont décidé de donner toute la force à la République En Marche, ce qui peut être compréhensible, même si, bon, pour nous, c'est difficile. Comment vous réagissez
réagissez, puisqu'on parle de la présidentielle, un peu d'actualité forcément, comment vous réagissez aux révélations, si je puis me permettre, autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon sur des surfacturations? Est-ce que c'est un sujet selon vous? Est-ce que localement on vous en parle déjà, ou alors pas du tout? C'est une affaire qui n'intéresse que les médias, comme certains de la France Insoumise le disent déjà. Non, ça n'intéresse pas que les médias. C'est vrai que les gens se posent des questions, c'est légitime. Mais on a déjà répondu la semaine dernière. C'est-à-dire que nous, on nous a demandé de tout déclarer le plus possible. Comme ça, on était sûr qu'il n'y aurait rien d'illégal, il n'y aurait pas de magouille, justement. Donc on a tout mis sur la table et on nous a dit, cette partie-là, on la rembourse. Ça, on ne peut pas rembourser. Donc c'est normal, mais tout le monde fait ça. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est là les dépassements dans la campagne de M. Macron. On en parle très peu. Oui, alors avec des donateurs privés cités par Marianne. Voilà. Et ça, on efface ça avec encore... Vous pensez du coup que c'est pas un coup médiatique, pas un coup étatique, mais qu'en tout cas, on ne traite pas les politiques, tous les politiques de la même manière aujourd'hui en France, notamment dans les médias, par les médias? Et surtout, alors pas tous les médias, pas tous les journalistes, mais c'est vrai que surtout le service public, qui revient hier sur cette question de Mélenchon, etc., alors qu'on a déjà répondu la semaine dernière, juste au moment où Marianne fait des révélations sur M. Macron et sa campagne. On peut se poser des questions, c'est quand même... Pour revenir à de la politique, à de la vraie politique, parmi tous les sujets qui font l'actualité du moment, que ce soit la réforme du bac, du projet de loi asile-immigration, de la réforme de l'apprentissage ou encore par exemple de la police de sécurité du quotidien qui va voir le jour ici à Trappes. Qu'est-ce qui vous marque localement? Quels sujets sur lesquels vous travaillez pour essayer justement d'implanter vos idées et avancer? On travaille un peu sur tous les sujets, notamment sur la réforme de l'enseignement supérieur et du bac. Nous, on pense que ça va creuser encore plus les inégalités, notamment sur le bassin, parce que demain, quand l'université de Versailles-Saint-Quentin va devoir sélectionner ses élèves, par exemple, dans la filière du droit, entre un élève qui vient de la plaine de Neauphle-la-Trappe et un autre qui vient du lycée Hoche à Versailles, on sait très bien que même s'il y en a un qui a 15 de moyenne au bac qui vient de Trappes et l'autre qui a 12 et qui vient du lycée Hoche, ils prendront celui de Versailles. Pourquoi? Parce qu'ils diront, oui, mais le bac n'a plus la même valeur pour tout le monde, étant donné qu'avec la réforme du bac, demain, il y aura 40% de contrôle continu. Donc nous, on soutient les étudiants, on travaille avec l'UNEF, avec aussi d'autres mouvements jeunes. C'est des sujets qui prennent localement, justement. Est-ce que vous sentez une forme d'émulation pour un mouvement social d'ampleur? On a l'impression pour le moment que ça a du mal à prendre concrètement. Il y a eu des mouvements lancés par l'UNEF, notamment, mais qui ne sont pas forcément très suivis. Alors, localement, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Après, là, on est dans les Yvelines, c'est vrai que c'est un peu spécial. À Paris, ça a beaucoup pris. On a eu quand même de bonnes surprises, c'est-à-dire un véritable mouvement étudiant lycéen qui s'est formé. Et moi, j'ai bon espoir qu'à la rentrée, ça reprenne avec la réforme du bac. Alors, on parlait de l'UNEF, du travail que vous faites avec eux, peut-être avec d'autres partis. On sait que nationalement, c'est compliqué entre la France Insoumise, le Parti communiste, aussi le mouvement Génération de Benoît Hamon. Qu'en est-il ici, dans les Yvelines? Est-ce que vous arrivez à travailler avec les forces de gauche? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec, par exemple, Génération, qui est bien implanté dans le département des Yvelines? Oui, alors à partir du moment où les choses sont claires et qu'on a les mêmes revendications en opposition au gouvernement et à la politique de M. Macron, nous, on n'a aucun problème à travailler avec... Est-ce que c'est le cas dans les Yvelines, du coup? Oui, c'est le cas. Par exemple, sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, là, on a travaillé ensemble. Nous étions présents aux côtés de l'UNEF lors de l'invasion de l'Assemblée générale de l'université pour faire entendre notre voix. On n'a aucun problème. C'est-à-dire que vous travaillez ensemble, mais selon les sujets, c'est pas sur tous les sujets. Il n'y aura pas d'alliance pour l'avenir, en tout cas pas localement. D'alliance, je pense pas. Enfin, on peut pas travailler sur tous les sujets avec tout le monde. Ça s'est jamais vraiment fait. Je pense pas qu'il l'ait fait, mais on n'a aucun problème à travailler avec les autres. Au contraire. Et notamment Génération, j'insiste là-dessus, puisque Génération, c'est le mouvement de Benoît Hamon, ancien député de la 11e circonscription des Yvelines, qui a beaucoup de soutien encore ici, à Trappes, on le sait. Est-ce que vous avez des liens avec Génération dans les Yvelines? On a des liens sur le terrain, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'action. Après, non, il n'y a pas de négociation. On sait que, par exemple, pour peser politiquement, il faut savoir un jour s'allier pour être plus fort au moment dans les urnes, au moment de voter. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont déjà menées? J'imagine que vous en parlez aussi un petit peu. Très peu. Écoutez, nous, on est vraiment dans l'action, on soutient les mouvements sociaux, on n'est pas encore dans les échéances électorales. On veut être différent des partis politiques, de cette façon très politicienne d'agir. Non, on veut être utile aux gens tout de suite. C'est vraiment ça notre objectif. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très sectaire, qui cherche à tout accaparer sur sa personne, sur lui? Est-ce que cette image-là est totalement erronée, ou alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est une figure finalement de la Ve République, la même qu'il dénonce?
Ah non, je suis pas d'accord. Il faut l'écouter. Je pense que c'était le seul, contrairement par exemple à M. Macron et d'autres, qui disait ne criez pas mon nom pendant les meetings, ne dites pas M. Mélenchon président, mais il est très criez présent résistance. quand même, par exemple sur les réseaux sociaux, il porte beaucoup la parole du mouvement, malgré tout. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui émergent. Je pense à Adrien Quatennens, le député du Nord, Hugo Bernalicis, il y a aussi M. Corbière, il y a Mme Autain, Mme Obono. Il y a quand même, voilà, ça émerge même dans les médias, et ils prennent de la place. Et il faut remarquer que M. Mélenchon se met quand même pas mal en retrait. Dernière question d'actualité beaucoup plus locale. Le gouvernement a dévoilé récemment un nouveau calendrier pour le Grand Paris Express. Pour les Yvelines, pas de changement. La ligne 18 arrivera en 2030. En 2027, en revanche, sur le plateau de Saclay. Quelle est votre réaction à vous sur ces possibles conséquences locales? Comment vous regardez cette actualité-là? Alors nous, on est plutôt opposés à ce projet. Au niveau écologique, pour nous, c'est une catastrophe. À partir de 2020, ils vont commencer les déboisements. On pense qu'il va y avoir encore un recul de la ruralité. On va réurbaniser tout le plateau entre Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc pour nous, non, on est vraiment opposés à ce projet. C'est extrêmement coûteux pour un trafic qui sera très faible. Et dans le même temps, vous avez le rapport Spinetta qui propose de supprimer un tiers des réseaux ferrés de France. Et nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on fait un énorme projet très coûteux, destructeur écologiquement, alors qu'on pourrait très bien utiliser des réseaux qui existent déjà, les rénover et les utiliser. Merci. On a du mal à comprendre. Merci Rondine Emoz d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc l'un des coordinateurs de la France Insoumise pour Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup. Ligne 18, on vient d'en parler de cette ligne. C'est une parfaite transition avant d'accueillir notre nouvel invité. Si le sujet fait beaucoup parler de lui depuis les annonces du gouvernement sur le calendrier, cela fait des années que les rebondissements se multiplient sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Il fut un temps où 2 gares devaient desservir le territoire. Retour dans le passé avec nos archives. On passe pour l'instant au fait du jour, le Grand Paris Express. Le verdict est tombé. En 2013, déjà, la rédaction de TV78 faisait sa une sur le Grand Paris Express. À l'époque, ne dites pas ligne 18, mais ligne verte. On a pu apprendre qu'effectivement, tous les réseaux de transport, et particulièrement la ligne verte, ou maintenant ligne 18, sera réalisée entièrement. Alors effectivement, on parle de ligne 18 à présent, la fameuse ligne verte. Le projet est rebaptisé Nouveau Grand Paris. Et si en 2013, la ligne verte, ou plutôt la ligne 18, comporte encore 2 gares à Saint-Quentin en Yvelines, ce n'est plus tout à fait le cas. Fin 2014, à l'époque, se pose aussi la question du passage en souterrain. Ce qui n'est pas acté aujourd'hui, c'est de savoir si on fait de l'aérien et du souterrain, et si on fait donc 2 gares ou une gare. Le problème, c'est que l'enveloppe financière est, elle, figée. Finalement, le schéma avec une gare sera validé, mais c'est alors le tracé qui pose problème. À Voisins-le-Bretonneux, on s'inquiète du passage de la future ligne sous un quartier de la ville. Il y a beaucoup de maisons où il y a des micro-pieux à 15-20 mètres de profondeur. Et donc, forcément, les gens sont inquiets. Et c'est logique sur le devenir de leur maison si on creuse en dessous. Suite à l'enquête publique réalisée en 2016, la Société du Grand Paris retiendra finalement le passage près du golfe national à Guyancourt. Il validera aussi le passage en viaduc à Magny-les-Hameaux, une option que la ville a toujours rejetée. On va se retrouver avec une technologie qui n'est pas du tout nouvelle, qui n'est pas du tout durable, qui n'est pas du tout innovante. C'est tout simplement la technologie des années 80-90, du fameux projet Météor. Et dernier épisode en date pour la ligne 18, il y a quelques mois, les élus de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisaient suite à des informations parues dans la presse. Nous avons des bruits qui arrivent jusqu'à nos oreilles, comme quoi les parlementaires essonniens pèseraient auprès du gouvernement pour revoir ces choses-là, dont nous faisons entendre haut et fort que nous voulons cette ligne 18. Confirmé dans les Yvelines en 2030, le futur de la ligne 18 pourrait être encore bouleversé. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Yves Vandeval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller départemental Les Républicains et président du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Une première réaction sur cette actualité ô combien importante sur le Grand Paris Express, la partie yvelinoise en 2030, la partie essonnienne en 2027 au lieu de 2024. Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que vous dites enfin un gouvernement honnête sur le projet global ou alors encore des promesses non tenues? Je trouve surtout que c'est un manque d'ambition et de vision de l'avenir. J'avais la chance d'être parlementaire au moment où Christian Blanc et Nicolas Sarkozy ont lancé ce projet de Grand Paris. En 2009, oui. C'était un projet qui avait une vraie cohérence, avec à la fois
le développement du grand campus du plateau de Saclay, mais en même temps les moyens de transport pour s'y rendre. Tout cela avait une grande cohérence. Autre cohérence également. Il y a eu un dérapage des coûts depuis aussi. La Cour des comptes l'a souligné. On est à des milliards et des milliards supplémentaires par rapport au projet initial. Je vais essayer de vous donner quelques éléments d'éclairage sur ce point, si vous le voulez bien. La seconde cohérence, c'était il ne faut pas le perdre de vue, c'est que c'était un métro pour relier rapidement la banlieue à la banlieue, avec des temps de trajet extrêmement courts. Depuis, le projet a été profondément transformé, à mon grand regret. C'est ce qu'on a dit dans le sujet. Il y avait 2 gares initialement, par exemple. On en a fait un outil. Alors, on a réussi à perdre certaines gares essentielles, comme Saint-Quentin Université, mais en même temps, on a multiplié les gares dans l'Essonne et on a fait de ce qui était un moyen de transport rapide à longue distance un outil de cabotage. Alors qu'il faut hiérarchiser les moyens de transport, il faut les transports pour quelques kilomètres, mais ce n'est pas le même outil quand il faut franchir des dizaines de kilomètres. Est-ce que vous comprenez aussi l'argument du gouvernement qui dit qu'en termes de coûts, en termes aussi de moyens d'engagement technique, c'est très compliqué comme sujet et que finalement il y a une forme de responsabilité à étaler certains chantiers pour éviter de se retrouver dans 10 ans avec les critiques en disant on a été très vite, tout ça a coûté très cher? Écoutez, il y a eu un dérapage des coûts, c'est incontestable. Il y en aura encore, je pense, d'ici là. Il y en aura peut-être encore. Ce qui est certain, c'est qu'en multipliant les gares, on a multiplié les coûts. C'est que l'on a oublié aussi, parfois en faisant, je dirais, des grands projets architecturaux, on a oublié aussi que tout cela avait un coût. Et donc la Société du Grand Paris, effectivement, a laissé dériver les coûts d'une façon catastrophique. C'est éminemment regrettable, mais c'est un manque de pilotage. Pour rappeler un peu l'ampleur du projet et puis ses impacts techniques, le Grand Paris Express, c'est 2000 tonnes de terre extraites chaque jour, qui seront extraites chaque jour, une trentaine de tunneliers en service au plus fort de la construction, du jamais vu en Europe, des gares aussi qui seront créées à 50 mètres de profondeur, ce sera le cas à Villejuif dans le Val-de-Marne. Pour le plateau de Saclay, pour revenir ici localement, est-ce que c'est un coût porté à son développement et à ce projet de grande université de Silicon Valley à la française? Si vous voulez, ça porte quand même atteinte à la crédibilité du projet. La France est arrivée avec un projet global qui comprenait notamment un moyen de transport. Très ambitieux, celui-ci. Qui était très ambitieux. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser les centres de recherche scientifique, les entreprises s'y installent, on construit aussi un certain nombre de logements. Et aujourd'hui, on ne met pas en place les moyens de transport. Honnêtement, j'ai entendu parler effectivement du transport en commun en site propre. Mais tout le monde sait. C'est l'autre tendance. Oui, mais tout le monde sait que cette ligne de bus n'est absolument pas à la mesure des besoins. On a besoin d'un moyen de transport lourd le matin et le soir parce que il y a une population importante qui se déplace. Vous êtes, je le disais aussi, président du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet aussi, comme beaucoup d'élus et d'associations, sur l'urbanisation qui sera forcément de mise avec cette future ligne 18? Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous qu'on retarde ce projet sur le plateau de Saclay pour éventuellement, on ne sait jamais, d'ici quelques années, encore le retarder? Est-ce que pour vous, il n'y a pas quand même dans ces mauvaises nouvelles quelques bonnes nouvelles à piocher? Alors, la bonne nouvelle, effectivement, d'un certain point de vue, c'est le seul côté positif du retard. C'est qu'aujourd'hui, comme président du parc, mes positions sont connues, je pense que le passage en aérien constitue une erreur. Va causer des dégâts au paysage, ça pose des problèmes notamment également pour l'agriculture. Donc je suis opposé au tracé aérien. Ça fait longtemps que j'ai proposé de s'inspirer du modèle d'Orlyval si on estime qu'il est trop coûteux, donc en passant au sol, si on estime qu'il est trop coûteux de passer en souterrain. Mais c'est quand même vraiment, c'est le seul point positif, je dirais. La question qui est posée, vous le disiez du coup avec ce Orlyval, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour les 12 prochaines années? Le gouvernement a parlé d'un développement du réseau des bus pour la desserte des Yvelines. Quelle solution on peut trouver en attendant 2030 et peut-être plus tard? Écoutez, je ne crois pas au miracle. Le plateau de Saclay est engorgé du matin au soir, tout le monde le sait. Les transports sont actuellement saturés. Sans moyens de transport lourd, je ne vois pas très bien quelle solution efficace on peut trouver. C'est un peu assez homéopathique. D'ici 2030, en gros, vous nous dites qu'on ne peut rien faire concrètement, il ne faut pas mentir aux gens, il faut leur dire qu'ils vont encore galérer pendant 12 ans. Le TCSP, c'est une mesure homéopathique, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Sur l'urbanisation, juste un mot. Oui. Lorsque j'étais député, j'ai été un des de 2007 à 2012. J'ai été un des quelques députés qui ont co-signé effectivement un amendement qui a créé
la zone de protection du plateau de Saclay, agricole et forestière, ce qui a permis de garantir l'intégrité d'une grande partie du plateau en limitant les zones de développement. Il y a une autre problématique qui est intimement liée à ce Grand Paris Express, c'est la métropole du Grand Paris. Là, les annonces se font encore attendre. On le sait, les présidents des départements d'Île-de-France demandent une métropole régionale. On ne connaît pas encore les décisions du gouvernement. Quel est votre point de vue, à vous, sur cette métropole? Est-ce qu'elle doit être élargie aussi à la région Île-de-France, selon vous? Oui, ma position est très claire. Je pense qu'effectivement, on a besoin d'une métropole à l'échelle de la région Île-de-France. La région Île-de-France est déjà responsable des transports à travers Île-de-France Mobilité. C'est également, on l'oublie beaucoup en ce moment, je trouve, la région Île-de-France qui a la responsabilité du fameux schéma directeur d'aménagement. Et moi, je souhaite effectivement que la métropole soit à l'échelle de la région pour assurer la cohérence, effectivement, de l'action publique, de l'aménagement du territoire. C'est un mot qui est sorti du vocabulaire et c'est bien dommage, à l'échelle de l'ensemble de la région. Il faut quelqu'un pour assurer la cohérence de l'action publique. Mais du coup, est-ce qu'il y aura un échelon de trop s'il y a une métropole régionale? Est-ce qu'on parle toujours du millefeuille territorial? Est-ce qu'il faudra supprimer une collectivité? Il faut que la métropole se confonde avec la région. Donc vous n'êtes pas pour la suppression des départements? Non. Vous êtes contre la fusion 78-92, mais pas contre la suppression des départements. Je voulais vous emmener aussi sur ce terrain-là, puisqu'on connaît vos positions sur la fusion. La question est en fait très simple et très claire. Je souhaite une grande métropole à l'échelle de la région Île-de-France qui va se confondre en fait avec la région. Donc on supprime déjà la métropole telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc on la fonde dans la région. On la fonde dans la région et on a un outil de cohérence et d'action publique sur l'ensemble de la région Île-de-France. Ça, c'est indispensable. En grande couronne, il faut maintenir les départements. On en a absolument besoin. Effectivement, là-dessus, ma position n'a pas changé. En revanche, en petite couronne, et j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai pu lire tout récemment, que c'était également une tendance lourde. En revanche, se pose la question de l'action publique sur Paris et la Petite Couronne. Très franchement, aujourd'hui, on a un empilement de structures dans cette zone qui est considérable. Après tout, on devrait peut-être réfléchir à la façon dont a travaillé le préfet Haussmann au XIXe siècle, où effectivement, du jour au lendemain, on a intégré dans la ville de Paris La Chapelle, Passy, Auteuil, etc. On va revenir au présent et à votre parti politique, Les Républicains, qui a un président, désormais on le connaît, Laurent Wauquiez, mais qui semble toujours aussi fracturé, au-delà des affaires de sonore, médiatiques. Il y a, on dirait, une vraie fracture qui est en train de se créer au sein des Républicains entre cette droite humaniste, sociale, qui est peut-être portée par Valérie Pécresse, et puis cette droite beaucoup plus conservatrice sur le plan économique, sur le plan sociétal. Est-ce que vous partagez ce point de vue, vous, sur cette droite qui semble se fracturer en deux camps qui semblent irréconciliables, comme c'était le temps avec la gauche dans le quinquennat passé? Écoutez, ma première carte de parti politique, je l'ai prise en 2007 lorsque j'ai rejoint l'Assemblée nationale. Je n'en avais jamais eu avant et je l'ai fait sans état d'âme parce que l'UMP, effectivement, était un rassemblement très très large de la droite et du centre. Je trouve qu'aujourd'hui, la ligne de M. Wauquiez constitue un rétrécissement politique et je ne suis pas sûr que ce soit comme cela que l'on puisse assurer la meilleure promotion à l'avenir de ses idées, notamment gagner les élections. C'est-à-dire que vous pourriez, vous, quitter les Républicains si rien ne changeait dans le futur? Écoutez, pour moi, la question ne se pose pas comme ça. Je dirais plutôt ce seraient les Républicains qui me quitteraient. C'est-à-dire, effectivement, si les Républicains changent de ligne, ça ne correspondra plus, effectivement, au parti auquel j'ai adhéré. Aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez plus dans les idées de Laurent Wauquiez, dans ce qu'il représente idéologiquement à droite? Je préfère de loin l'approche de Valérie Pécresse. Non pas qui est encore membre des Républicains, mais qui répète à l'envi qu'il y a deux droites en France. Non pas parce que nous sommes proches depuis longtemps, mais simplement parce qu'elle a une ligne politique qui correspond effectivement à ce que je souhaite. Vous pensez qu'il y a un espace politique qui existe entre Laurent Wauquiez, éventuellement, on suppose, et puis La République En Marche aujourd'hui, qui a accaparé le centre droit, le centre gauche? Écoutez, aujourd'hui... Vous pourriez être En Marche, Yves Vandewalle? Clairement, la question... si vous voulez, je ne pense pas que la question se pose en ces termes. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je suis plutôt sur la ligne que défend Valérie Pécresse. Je suis... qui est parfois complimenté aussi par certains élus de La République En Marche. Je suis plutôt... Mais si vous voulez, sur le plan économique,
on a quand même beaucoup de convergence. Dans la mesure, effectivement, où c'est quand même une ligne plutôt assez libérale, c'est très clair. En revanche, s'il y a des différences entre nous et En Marche, elles portent essentiellement, je dirais, sur le régalien, c'est-à-dire effectivement sur la maîtrise de l'immigration. C'est-à-dire que vous, par exemple, sur le projet de loi Asile et Immigration, vous dites que ça ne va pas assez loin, ce projet n'est pas assez bon pour réguler l'immigration en France? Écoutez, on a une Afrique... C'est plutôt l'autre procès qu'on fait en ce moment au gouvernement. Écoutez, on sait que l'Afrique va gagner à peu près 50% de population d'ici 2050, ce qui est tout à fait considérable. On va donc avoir une pression migratoire extrêmement forte. Il faut qu'effectivement on se donne les moyens de maîtriser cette pression migratoire, sinon on aura de très grandes difficultés à l'avenir. Merci. Et ça fera le lit, pardonnez-moi, des populistes. Merci Yvan Deval d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de ce 7-8 politique. Prochain numéro au mois de mars prochain, donc dans peu de temps. Le replay est quant à lui disponible dès à présent sur tv78.com.